Nous avons donc parlé de certains aspects scientifiques de l'art de la psychopharmacothérapie, et nous allons poursuivre dans cette voie. À ce stade, nous allons nous concentrer sur le point où nous nous sommes arrêtés, à savoir la théorie biogénétique de la maladie et la façon dont elle affecte nos patients de diverses manières. La théorie biologique réductionniste de la maladie a été promue, je pense, dans notre culture actuelle, non seulement par les laboratoires pharmaceutiques, qui préféreraient que les patients voient leurs problèmes à travers une lentille biomédicale, mais aussi par des campagnes nationales, très bien intentionnées destinées, je pense, à réduire la stigmatisation. Les preuves suggèrent en fait que ces campagnes visant à reformuler et à promouvoir l'idée que les maladies psychiatriques sont simplement biomédicales ou biologiques augmentent l'acceptation sociale du traitement médicamenteux. Et certaines études suggèrent que cela peut réduire la culpabilité, même si ce n'est pas le cas de toutes les études. Mais il est intéressant de constater que la théorie biogénétique de la maladie exacerbe en fait la stigmatisation dans de nombreux autres domaines. Ainsi, par exemple, les personnes qui adhèrent à une théorie biomédicale de la maladie sont moins disposées à accepter une personne médicalement malade dans leur quartier, leur famille, leur lieu de travail, etc. Ainsi, le fait d'avoir une théorie biomédicale de la maladie accroît la distance sociale entre la personne qui a cette croyance et le patient qui souffre d'une maladie psychiatrique. Les théories biomédicales de la maladie semblent également accroître la perception de la dangerosité et de l'imprévisibilité des personnes souffrant de maladies psychiatriques, de sorte que c'est peut-être, vous savez, vous avez l'impression que c'est biomédical et que quelqu'un n'a aucun contrôle sur la maladie. Ils n'ont donc aucun contrôle sur eux-mêmes et sont donc plus susceptibles d'agir de manière irrationnelle dans l'imaginaire parce que la maladie les contrôle et qu'ils ne se contrôlent pas eux-mêmes. Nous savons également que le fait d'avoir une théorie biomédicale de la maladie diminue l'empathie du médecin envers les patients pour tous les diagnostics de dépression, de schizophrénie et de toxicomanie. Plus votre théorie est biomédicale, moins vous êtes susceptible d'avoir une relation empathique avec vos patients, et nous savons, comme nous le verrons plus tard, que le degré d'empathie que nous avons pour nos patients est également un facteur qui influence le résultat du traitement. Nous avons parlé du niveau social et des effets que cette croyance a au niveau culturel. Mais la théorie biomédicale de la maladie a également des effets très spécifiques sur l'individu. Une étude intéressante réalisée par Kemp, Lickel et Deacon en 2014 a donc pris des étudiants ayant des antécédents de dépression et les a fait participer à une étude visant à déterminer si leur dépression était de nature psychologique ou biologique. Un chercheur est donc venu en blouse blanche, a effectué un prélèvement sur la joue et est retourné au laboratoire pour déterminer si la personne était génétiquement prédisposée à souffrir de dépression ou non. Bien entendu, il n'existe aucune étude de ce type. Il s'agissait donc d'une condition fictive. Un quart d'heure plus tard, le chercheur revient et informe le patient au hasard de la nature de la dépression après ce prélèvement sur la joue. Ainsi, la moitié des patients ont été informés qu'ils souffraient d'une dépression psychologique et l'autre moitié d'une dépression biomédicale. Tout d'abord, dans cette étude, il s'est avéré que la théorie biogénétique n'a pas réussi à réduire l'autoculpabilisation, mais surtout qu'elle a augmenté le pessimisme pronostique, qui est un facteur connu pour influencer les résultats du traitement. Ainsi, plus vous êtes optimiste quant aux résultats, plus vous avez de chances d'obtenir de bons résultats, et moins vous l'êtes, bien sûr, moins vous avez de chances d'obtenir de bons résultats. Kemp, Lickel et Deacon l'ont constaté, mais un certain nombre d'autres chercheurs, Deacon et Baird en 2009, Leibowitz, Hahn et Nolan Hoeksema en 2013, ont tous constaté qu'une théorie biomédicale tend à diminuer l'optimisme du patient quant aux résultats du traitement. Elle aggrave également les attentes en matière de régulation de l'humeur, de sorte que les patients ont l'impression qu'il y a moins de choses à faire pour gérer leur humeur parce que c'est biologique. Nous savons également que les attentes négatives en matière de régulation de l'humeur influencent négativement les résultats du traitement et, en général, diminuent l'auto-efficacité dans la gestion de la dépression. Cela rejoint ce que je disais dans une conférence précédente, à savoir que les patients souffrant de dépression légère à modérée obtiennent de meilleurs résultats lorsqu'ils ont une théorie psychosociale de la maladie plutôt qu'une théorie biomédicale. L'une des conséquences est que nous devons être attentifs à la manière dont nous parlons à nos patients, en prenant au sérieux les aspects biomédicaux de la dépression, mais en continuant à insister sur les aspects psychosociaux et sur le fait que le patient a la possibilité d'influencer
par sa propre psychologie ou son propre comportement, l'issue de sa maladie, et qu'il n'est donc pas simplement impuissant face à une biologie inexorable. Les positions interpersonnelles du patient influencent également les résultats de la médication. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les désavantages sociaux. Nous savons donc que les personnes issues de groupes socialement défavorisés, les personnes historiquement opprimées, les minorités, les femmes ainsi que les personnes de statut socio-économique inférieur sont toutes plus susceptibles d'éprouver des réactions nocebo par rapport aux médicaments ou aux placebos. D'autres positions interpersonnelles influencent également les résultats de la médication. Le style d'attachement du patient influe donc sur l'efficacité des traitements. Nous savons que les patients qui ont un attachement sécurisant ont tendance à réagir plus rapidement, par exemple, aux antidépresseurs. Le style d'attachement influe également sur l'observance du traitement. Des études intéressantes sur le diabète suggèrent que les styles d'attachement dédaigneux conduisent à une moindre adhésion au traitement, ce qui inclut la prise de médicaments, mais aussi les recommandations comportementales. Blood, les patients ayant un style d'attachement dédaigneux ont tendance à avoir des taux d'HbA1c beaucoup plus élevés, c'est-à-dire des taux de glucose plus élevés dans le sang. Mais les patients ayant un style d'attachement dédaigneux et dont les médecins sont de très bons communicateurs ne présentent pas la même augmentation de l'hémoglobine A1c. Par conséquent, lorsque vous évaluez votre patient et que vous déterminez qu'il a un style d'attachement dédaigneux, ce qui est le cas de 17% de la population générale et plus probablement de la population psychiatrique, c'est un patient pour lequel vous penserez qu'il faut être particulièrement attentif à une bonne communication, parce que vous pouvez effacer l'effet négatif de ce style de personnalité. Pour récapituler quelques points essentiels, je dirais tout d'abord que si la théorie biologique de la maladie mentale a été défendue pour de bonnes raisons, notamment pour réduire la stigmatisation, elle semble s'être largement retournée contre elle, en renforçant dans de nombreux cas la stigmatisation de la maladie mentale. Dans de nombreux cas, une théorie biogénétique de la maladie mentale compromet les résultats positifs et affecte négativement le pronostic, en diminuant le sentiment d'espoir et d'efficacité personnelle et en réduisant l'empathie du clinicien. Les explications biogénétiques doivent être équilibrées par une psychoéducation mettant l'accent sur l'efficacité du patient en tant qu'acteur de son propre rétablissement.